C'est bon. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce soir à Capellia pour cette première entre le Café Citoyen Chapelain et la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Lors des échanges avec les gens de l'association du Café Citoyen, donc très rapidement on est venu sur l'idée de parler de cette histoire populaire de Nantes. Et puis vous avez une chance exceptionnelle ce soir, c'est que vous avez les 4 auteurs qui sont présents, parce que ils sont pas souvent ensemble, et là vous les avez tous les 4, donc vous pourrez les questionner. Le temps de la soirée, on va faire 1 heure d'échange. Ensuite, il y a une pause, je crois, sympathique de 10-15 minutes qui permet à chacun de souffler, de discuter. Et puis on reprendra, donc vers 21h45, 21h50, on reprendra pour les échanges avec la salle et les échanges aussi avec des représentants d'associations qui se situent dans l'orbite, dans le sillage de ce qu'on appelle une histoire populaire. Et justement, pour commencer, je vais demander aux 4 auteurs de parler peut-être d'histoire populaire en vous précisant que on va se tutoyer parce qu'il y en a 3 que je fréquente très régulièrement au comité de rédaction de la revue. Ce sont donc Didier Guivarch, Alain Croix et Thierry Guidet, qui est un chapelain émérite maintenant depuis le temps, mais qui est le fondateur de la revue, et puis enfin Gwenel Guillaume, qui est j'allais dire le 4e de la bande, le 3e historien des 4 qui ont réalisé le livre. Alors peut-être commencer par, pour chacun d'entre vous, l'histoire populaire, qu'est-ce que vous mettez derrière cette formule, derrière le mot? Qui veut commencer? Est-ce que c'est Alain qui commence? Didier, allez, on va commencer, on va suivre la ligne. Bonsoir, vous entendez bien? Donc l'histoire populaire, d'abord on est en discussion depuis le début entre nous 4, enfin nous 3 plus nous 4, sur cette notion qui ne va pas de soi, alors qu'elle semble être évidente a priori, elle n'est pas si simple que ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, je vais reprendre une formule qu'Alain a commencé à populariser, c'est le cas de le dire. Donc cette formule, c'est de dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire du peuple, d'abord il y a un effet Jourdain, on l'a tous rencontré, il y a ici des gens qui ont fait de l'histoire à plusieurs niveaux, une histoire locale en particulier, il y en a plusieurs dans la salle. On pourrait dire que c'est l'histoire populaire. Alors qu'est-ce qu'on a voulu, après nos échanges, mettre derrière ce mot? C'est grosso modo 2 idées. D'abord, on fait l'histoire du peuple, et on pourra revenir sur la notion de peuple, évidemment, qui est évolutive et qui est dans des contours assez flous, et chacun pourra dire un peu ce qu'il en pense de ce point de vue-là. Et deuxième idée, une histoire populaire, c'est une histoire accessible. Accessible à la fois dans sa forme, c'est-à-dire une langue adaptée à un public large, et d'autre part, accessible aussi, y compris au niveau pratique, au niveau financier. On a voulu que ce livre soit bon marché, non pas parce qu'il était bon marché dans le contenu, mais tout simplement pour qu'il soit accessible au plus grand nombre possible de lecteurs. Et donc on a par exemple négocié pied et point avec l'éditeur, ce qui s'est fait, il a compris assez vite notre démarche, et on a abandonné nos droits d'auteur possibles éventuellement
Donc, pour montrer qu'il y a deux choses, histoire populaire, histoire donc du peuple, mais ce mot, ce concept évolue dans l'histoire, et d'autre part, histoire accessible. Je passe la parole à Alain, comme ça on fera chacun le tour des choses, au niveau du concept en particulier peut-être. Non, Alain n'a rien à ajouter. Alors, on va passer la parole au journaliste à côté, à Thierry Guidet. Oh, je crois que Didier a dit l'essentiel. L'histoire populaire, c'est au moins deux choses. C'est par son objet, par son contenu, c'est une histoire qui parle du peuple, même si le peuple est une notion évolutive, et c'est une histoire qui, dans son traitement même, s'efforce d'être accessible au plus grand nombre. Ce que je voudrais ajouter, c'est la difficulté qui a été la mienne et sans doute la nôtre, en fait, à écrire ce livre. Il se trouve qu'on a déjà les uns et les autres publié pas mal de choses, séparément ou en commun. Et constamment, au cours de notre travail, on s'est corrigé mutuellement en disant « Ouais, mais attention, là, tu retombes dans tes ornières, tu écris comme tu as l'habitude d'écrire. » Chaque fois, il fallait faire un effort à la fois de recentrage sur notre objet et de décentrement par rapport aux histoires habituelles. Et c'était pas si simple, et donc ça a été vraiment un travail collectif intense, avec des discussions toujours amicales, mais parfois vives. Il y a deux historiens qui n'ont rien à ajouter, alors. Alors, vous l'avez dit, le peuple est une notion floue, dont la mesure peut être différente. Enfin, comment avez-vous abordé le peuple et qu'est-ce que le mot recouvre? Alain. L'essentiel, je crois, c'est de dire que nous ne sommes pas partis d'une définition théorique, mais d'une définition, d'une approche de terrain, empirique, pour prendre un mot un peu savant, le genre de mot qui ne figure pas dans le livre, justement, puisque dans le livre, si, ce qui est très rare, on doit employer un mot un peu de jargon, il est aussitôt défini. On veut que pas un seul lecteur potentiel, Didier l'a dit, il faut y insister, ne soit écarté par des questions de langage, de forme, etc. Alors, le peuple, je reviens à la question, Didier comment mon voisin, mon Didier Guivarch, a déjà indiqué la voie. C'est une notion évolutive. Un instituteur, il est peut-être du peuple aujourd'hui, il ne l'était pas en 1880. C'était monsieur l'instituteur, savant, un des rares qui maîtrisait très bien l'écrit, la lecture, etc. Bon, pour prendre un exemple tout simple. Et le peuple ne se distingue pas du reste de la population par une frontière, mais par une large zone. Une large zone où circulent ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des classes moyennes, qui peuvent par certains côtés, culturellement par exemple, être proches du peuple, socialement en être plus éloignés, et ainsi de suite. C'est donc bien une zone frontière. Et ce peuple-là, le point commun, je dirais, c'est d'être quand même dans l'ensemble dominé, ça ne veut pas dire écrasé. Il y a des initiatives, on sera sûrement amené à en parler, d'être dominé, et surtout d'être ce qu'on appelle quelquefois les anonymes de l'histoire. Un Nantais d'ailleurs, enfin Nantais d'adoption, Pierre Michon, un écrivain, a parlé des vies minuscules. Eh bien, c'est à ça qu'on s'est intéressé. Celles et ceux qui ont déjà commencé, voire même terminé, ça fera des questions encore plus incisives sans doute, le livre, ont dû se rendre compte qu'on ne trouve pas dans ce livre, voilà, ceux qu'on trouve dans les histoires de Nantes, pour prendre l'exemple facile, les armateurs du XVIIIe siècle, mais on va trouver, comme exemple, le nom d'un mousse embarqué sur un navire négrier. Voilà, c'est ça, les vies minuscules, les anonymes de l'histoire, si vous préférez, en clair, vous et nous. C'est une histoire du peuple, c'est ça. Et
l'histoire du peuple ainsi définie. Gwenaël. Si je vous dis que je me souviens plus de la question, qu'est-ce que le peuple? Alors, pour moi, le peuple, ça a été très difficile à trouver pour toutes les raisons qu'Alain a données, c'est-à-dire cette difficulté à donner une limite. À partir de quand, à partir de quoi? J'ai un peu travaillé sur la période médiévale et au sein d'un même métier, d'une même profession, il y a des gens qui, par leur activité, se retrouvent être plutôt du côté de ceux pour qui la vie est simple, et puis d'autres pour qui la vie est très compliquée. Et j'ai trouvé une définition médiévale du peuple qui m'a intéressé. C'est celle de pauvre. Au Moyen-Âge, on a une définition de pauvre qui est très intéressante à mes yeux, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas une pauvreté financière. C'est une pauvreté dans la difficulté que l'on a à envisager l'avenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépend d'autres personnes pour assurer son lendemain est finalement quelqu'un qui va pouvoir s'appeler pauvre. Et quelque part, je trouve que c'est une définition qui va bien avec l'idée du peuple. C'est des gens pour qui l'avenir, le lendemain, la semaine qui suit peut être difficile à envisager, et qui effectivement, dans ces conditions-là, peut, par exemple, au Moyen-Âge, on peut un jour être quelqu'un qui a pignon sur rue, et puis, pour des raisons X ou Y, se retrouver dans une situation où on est obligé d'aller avec ces gens qui, peut-être un an et demi plus tôt, on ne les aurait même pas vus. Et c'est une définition que je trouve, moi, très intéressante de cette notion de peuple, et finalement, c'est assez facile à reproduire à d'autres périodes, même jusqu'à la nôtre. Il y a des gens pour qui l'avenir est moins clair, pas plus difficile peut-être, mais moins clair, ne sachant peut-être pas où et quand leur situation va évoluer, si elle va évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, ça c'est, pour moi, ça a été la définition et le moment où je me suis dit, là, je suis sûr d'être, à peu près sûr, parce que ça n'empêche pas de se poser des questions multiples, à peu près sûr d'être en face du peuple. Alain va apporter un complément. Oui, un exemple, pour être très concret. 16e siècle, il y a des famines à Nantes. Qu'est-ce que ça veut dire, famine? Il y a des hommes, des femmes et des enfants morts de faim dans les rues de Nantes. Vous savez, on a vu des images, le squelette, il n'y a quasiment plus que la peau sur les os. Voilà. Alors, deux choses. Nous sommes la plus terrible famine en 1532. Pour la grande, entre guillemets, grande histoire, 1532, édit d'union, la réunion de la Bretagne à la France. Et le roi François Ier fait ce qu'on appelle sa joyeuse entrée à Nantes, c'est le terme de l'époque, joyeuse entrée. Ah oui, on a retiré quelques jours avant, je suppose, on n'a pas la preuve, les cadavres des morts de faim. Pour le peuple de Nantes, c'est mourir de faim, 1532. L'Union de la Bretagne à la France, il n'en a jamais entendu parler, ni en 1532, ni sûrement pas mal d'années après. Et alors, le peuple là-dedans, il y a trois catégories de Nantais. La famine, c'est parce que le pain manque, il est très cher. Il y a ceux qui meurent de faim, parce qu'ils n'ont aucune réserve financière, ils ne peuvent pas acheter du pain, ils meurent littéralement de faim. Il y a ceux que la famine ruine, mais ils avaient des réserves, alors ils peuvent acheter quand même. Ils sont appauvris, mais ils survivent. Et puis il y a, tout au-dessus, ceux qui profitent de la famine, ceux qui ont stocké du grain, et qui vont le vendre évidemment à très haut prix, comme on voit aujourd'hui pour certaines guerres. Les profiteurs, là c'est les profiteurs de la famine. Là, ça aide tout de suite à distinguer ceux qui sont du peuple, ceux qui en sont proches mais intermédiaires, et la zone, et puis ceux qui n'en sont pas du tout et qui profitent de la famine. Voilà un exemple très concret, et pour vous donner une idée, on ne parle pas de choses abstraites. On va dire en 1550, Nantes a environ 20 000 habitants. Ceux qui, au moment d'une famine, essaient de survivre avec des secours, et ce n'est pas des chiffres approximatifs, non, on a les documents, 10 à 12 000.
Donc, aujourd'hui, vous imaginez 150 000 personnes, la moitié de la population de Nantes, j'élargis même pas la chapelle, hein, la moitié de la population de Nantes, réduite pour survivre à des secours. Ah ben, eux, ils ne se demandent pas hein, si c'est le peuple ou pas. Voilà. Ça, j'espère que ça rend les choses très concrètes. Alors, ton évocation là, de la famine au XVIe siècle, à l'occasion du rattachement de Nantes à la Bretagne, ça pose aussi la question des sources. Alors, la Bretagne, pardon. Excusez-moi. Justement, un lapsus révélateur, je ne sais quoi. Ouais, j'ai dit Nantes à la Bretagne. Ouais, pardon. Et donc, oui, la question des sources. Et alors, ça va peut-être s'adresser plutôt aux trois historiens, ma question, mais Thierry aura sans doute aussi son mot à dire. Est-ce que, par rapport aux pratiques que vous avez connues depuis un certain nombre d'années, il a fallu vous désintoxiquer, c'est-à-dire changer des sources, trouver des sources, identifier des sources. Comment ça s'est passé ? Alors, sur la question des sources, effectivement, quand on parle du peuple ou des classes populaires, alors les pauvres au Moyen-Âge, un peu après, c'est un peu plus compliqué, on pourrait dire qu'il n'y a pas de source parce que c'est le monde du silence. C'est vrai que quelque part, c'est des gens qui ont été silencieux parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'écrire, par exemple. Donc, la première réponse que l'on peut faire, c'est un peu expliquer le sens de notre travail aussi et comment on a fait, c'est qu'on a réinterrogé les documents qui avaient déjà été publiés, ou utilisés par des collègues, voire publiés dans des livres de référence. Dans notre premier temps, ça a été un angle de vue nouveau qu'on voulait apporter sur ces expériences du passé et ces mises en récit du passé. Alors, je vais prendre un exemple pour être très concret, l'exemple de la traite des Noirs. Nantes, vous savez, est une ville-monde entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, pendant 2 siècles à peu près, pour faire court. Nantes est capitale du commerce négrier, c'est-à-dire de la déportation des esclaves noirs d'Afrique en Amérique, et au retour, vous savez tous qu'on ramenait donc du coton et surtout du sucre à Nantes. Ça fait en gros 2 siècles, sur les navires nantais, on a à peu près 500 000 captifs africains qui sont déportés par des Nantais. Bon, ça c'est la vision classique. Conséquence sur la ville, on la mesure bien, on la sait bien. Il y a des folies qui se multiplient dans les campagnes nantaises. La ville de Nantes devient extrêmement embellie au niveau de l'urbanisme. Donc on a une ville qui profite de son âge d'or, c'est comme ça qu'on l'a quelquefois appelé. Bon, c'est la vision traditionnelle, je dirais, c'est la vision qui existe, hein, c'est la vision d'une histoire indéfinie. On ne sait pas trop quels sont les acteurs, sauf qu'on parle des messieurs du commerce, des armateurs et des capitaines. Nous, ce qu'on a voulu faire, à partir des mêmes documents, c'est inverser le questionnement, c'est-à-dire se dire, c'est pas savoir comment Nantes s'est enrichie, mais qu'est-ce que le peuple de Nantes a fait par rapport à la traite des Noirs. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord été marin, donc on a interrogé les rôles d'armement des marins qui sont publiés par des collègues, on n'a pas forcément fait un travail toujours de première main, et on a vu, par exemple, que, à l'occasion d'un voyage de traite, un voyage triangulaire, un commerce circuiteux, comme on disait à l'époque, on embarque des mousses à bord des bateaux négriers qui ont 12 ans, 10 ans quelque part. Des mousses de Pain-L'Œuf, par exemple, partent sur des bateaux négriers. On donne dans le livre des exemples précis où un gamin, on va dire un gamin, même si on n'appelle pas comme ça au XVIIIe siècle, va partir sur un bateau négrier et va partir pour 16, 20 mois, peut-être ne reviendra jamais, de ce voyage triangulaire. Ça change complètement la donne, et vous voyez bien que ce n'est plus de l'histoire locale, c'est bien de faire une autre lecture d'un épisode de cette histoire qui est enrichissante, c'est de se dire au fond que ce n'est pas une opposition systématique entre les Noirs qui sont à fond de cale, qui sont les esclaves, qui sont 500 000 captifs, et les Blancs qui seraient sur le pont et qui en profiteraient. Et qu'est-ce qu'on fait des gamins? Alors l'entrée par les gamins, les matelots, les mousses, surtout les mousses d'ailleurs, pose des questions fondamentales sur la responsabilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, imaginer, je vais être très provocateur, ça va peut-être lancer le débat plus tard, est-ce qu'on ne devrait pas faire un mémorial pour les jeunes mousses morts à bord des bateaux négriers? Donc on voit bien qu'interroger de cette façon-là l'épisode de la traite des Noirs, c'est renvoyer une explication d'un phénomène qui a duré longtemps à autre chose qu'à une vue singulière qui serait celle du racisme ou de crime contre l'humanité, mais de renvoyer une opposition finalement assez classique
entre les donneurs d'ordre, qui représentent le capital, et qui sont représentés à bord du bateau négrier par un capitaine, qui est en général partie prenante du capital de l'expédition, et de l'opposé, ces galériens finalement, ces soutiers, comme on les appelle dans le livre, de la traite des Noirs, que sont les marins, qui eux ne profitent pas du commerce triangulaire. Voilà un peu comment on peut répondre, pour une première partie, à la question des sources. Vous voyez que c'est donc une relecture avec un questionnement nouveau. Questionnement, oui, c'est ça le mot essentiel en histoire. L'histoire, elle n'avance pas avec des réponses. L'histoire, elle avance avec des questions. Parce qu'on pourrait dire, pourquoi elle change l'histoire? Pourquoi elle progresse? Les faits restent les mêmes. C'est les questions qui sont nouvelles. Et Didier Modeste, là, ne sort pas un élément fondamental qu'il a trouvé, qu'évidemment il développe dans le livre. On savait déjà que 13% des esclaves embarqués à bord des navires nantais périssaient au cours de l'expédition. 13%. Enfin, sur 6. Oui, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que parmi les marins, 18% meurent. Plus que les esclaves. Et pourquoi? L'esclave est une, je suis désolé du mot, mais c'est ça, comme ça que c'est vécu au XVIIIe siècle, une marchandise précieuse. On essaie de la préserver. Marin, ça se remplace. Et donc, quand je disais question, ça a vraiment été le mot au cœur de notre travail. Par exemple, nous avons décidé de poser la question du premier homme ou de la première femme à Nantes. Alors, il y a des questions, on n'a pas les réponses, ça on le dit d'ailleurs dans le livre. Vous avez dit, alors quel intérêt? On invente le premier homme, c'est la première page du livre. Mais en ne disant pas, j'espère des bêtises. Ah ben si, ça a un intérêt. C'est rappeler à vous, lecteurs déjà, ou j'espère futurs lecteurs, que vous êtes tous des descendants de migrants et des descendants d'Africains. Puisque le premier Nantais et la première Nantaise, les ancêtres venaient d'Afrique et ils s'étaient déplacés, voilà. Attends, ah bon, les ancêtres étaient migrants? Les ancêtres étaient africains? Peut-être, je ne sais pas moi, des choses qui se rapprochent à aujourd'hui. Les sources, disait Franck Renaud. Les sources, c'est oui, les documents, on leur pose de nouvelles questions. C'est aussi lire, Didier y a fait allusion, les travaux des collègues. Aucun historien n'arrive dans une terre vierge, les travaux des collègues. Rencontrer parfois, notamment en archéologie. Les archéologues mettent parfois un certain temps à publier les résultats de leurs fouilles. Ben, on les a rencontrés pour pouvoir utiliser les documents des recherches récentes. Et puis, lorsqu'il n'y a pas, eh bien, on va aux sources, on les invente. On les invente, pardon, jargon d'historien. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, un exemple. On s'est dit, mais qui va en prison à Nantes? Ah, il n'y a pas de travaux là-dessus. Ou alors s'il y en a un, il est vraiment bien caché, aucun de nos cadres ne l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on pourrait savoir ça? Ah, mais oui! Aux archives départementales, il y a les registres d'écrou, les registres d'entrée, à la prison de Nantes. On a dépouillé un certain nombre. Et le résultat, il est simple. Il est de deux manières. Global, 2% des emprisonnés sont issus des milieux, on va dire, aisés. Les escrocs, et puis un qui a tué sa femme. Et 98% de celles et ceux qui sont en prison, alors ça c'est clair, c'est les vies minuscules, c'est le peuple le plus modeste. Et puis la deuxième manière de voir, c'est de dire, mais mettre des noms, des personnes physiques derrière ça. J'ai un nom sous les yeux. Fernande Di Brotteau. Fernande Di Brotteau est en prison en 1911. Elle a 14 ans. Oh, c'est une criminelle. Elle est orpheline. Elle vient de perdre sa mère et son père était mort plusieurs années avant. Et donc, elle a volé une chemise et puis je ne sais plus quoi. Prison, colonie pénitentiaire. Elle est envoyée à Doullens, dans le Pas-de-Calais. Ça évite de longs discours. Ben voilà, c'est ça aussi, la vie d'une gamine du peuple, en 1911. Certes orpheline, toutes n'étaient pas orphelines, mais Fernande Di Brotteau, ah oui, bah, c'est quelque chose qui montre, je crois, ce que c'est que la réalité du peuple. Alors, Gwenaël, ce rapport aux sources, ou à l'absence de sources, que je voudrais juste dire, reprendre deux lignes écrites dans le... Alors là, on est en 1789 en plus,
et c'est sous un intitulé invisible. Il est rare que l'historien se réjouisse de l'absence de documents. Cette fois pourtant, le silence des sources est un magnifique témoignage. Je ne vais pas être très original, parce qu'en fait, ils ont déjà dit quasiment tout. C'est vraiment dans le questionnement des documents, et donc la phrase qui est citée sur l'absence de documents, c'est aussi la question qu'on va se poser. C'est-à-dire qu'on se pose la question de pourquoi c'est absent. Est-ce que c'est une absence qui est due à une perte ou autre, ou est-ce que c'est effectivement plutôt une preuve d'un phénomène, d'un événement, de quelque chose que l'on peut mettre en avant. Et bon, ça a déjà été dit, mais c'est vraiment cette idée de chercher dans les documents des informations qui n'avaient pas été cherchées auparavant. Tout à l'heure, Alain parlait des archéologues, et quand on les a rencontrés, ça a été quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, parce qu'ils ont des difficultés à partir de ce qu'ils trouvent, se dire on peut reconstituer autre chose qu'un mur, on peut reconstituer autre chose que des choses physiques. On peut peut-être essayer de voir comment, à travers des éléments matériels que l'on retrouve, comment on peut imaginer, ou du moins on peut concevoir une société et son fonctionnement. Un des archéologues qu'on a vu, notamment, nous a dit moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, la seule chose, c'est qu'une des fois où j'étais le plus ému, c'est lorsque j'ai vu sur un mur le trait fait par l'ouvrier, qui est resté dans la trace, du mur, et d'un seul coup, cet ouvrier, il a tracé ça. Et il dit, mais par contre, je suis pas capable de savoir pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que ça voulait dire, et autres. Mais dans tout ce mouvement archéologique, mais aussi ce qu'on appelait pendant longtemps la préhistoire, et qui aujourd'hui est en train de devenir une histoire à part entière, il y a des auteurs, alors il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Testard, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui accepte l'idée qu'on essaye dès la période préhistorique de se poser la question d'à partir de quel moment on va avoir dans la société des gens qui ont des biens et d'autres qui n'en ont pas. À partir de quel moment les traces que l'on va trouver dans les fosses, avec des gens qui sont enterrés avec des armes, avec des bijoux ou autres, et d'autres qui ne le sont pas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'on a une société qui hiérarchise, et est-ce qu'elle ne l'est pas? À partir de quel moment on peut se poser ces questions-là? Et ça peut paraître étrange, mais c'est pas si vieux que ça, c'est pas si ancien que ça de se poser ces questions-là. Et je pense que c'est aussi ça que l'on peut faire avec beaucoup d'autres documents. Donc la façon de les lire est vraiment la façon de les interroger. Si on ne se pose pas une question avec l'envie de trouver quelque chose, quand on aborde un document, on va passer à côté de choses que le document peut dire, ou l'absence de document peut dire. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a passionné dans les recherches, parce que c'est ce décalage de l'axe. On en a déjà parlé, mais c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Pendant longtemps, on fait de l'histoire avec ce qui est peut-être le plus facile à trouver, c'est-à-dire les actes, les rois, les ducs, tout ce qui va laisser beaucoup de traces et qui peut entraîner beaucoup de discussions d'ailleurs sur leur interprétation. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais là, on est sur quel pourcentage de la population, sur quelle catégorie? Puis d'un seul coup, on se dit, mais si on allait essayer de changer de niveau de lecture. Et je crois que le vrai travail sur les archives, c'est de les trouver, mais aussi, quand elles existent, de savoir leur poser la question. Et quand elles n'existent pas, d'essayer de se poser la question de leur absence. On a par exemple, pour la période médiévale, des contes de la ville. Il y a des informations qui sont portées dans ces contes. Et puis il y en a d'autres qui n'apparaissent pas. Et la question qu'on peut se poser sur l'absence d'informations, elle est très importante. Elle doit être, évidemment, faut qu'elle soit recoupée par d'autres sources, par d'autres éléments, par une réflexion générale. Mais si on ne se pose pas la première question, on va passer à côté de choses intéressantes et importantes. Vous l'avez compris, moi je parle dans la crainte et le tremblement, parce que je suis un vilain petit canard au milieu d'une couvée d'admirables cygnes que sont mes camarades historiens. Moi je ne suis qu'un très modeste journaliste, et par conséquent, dans ce livre, je suis plus particulièrement intéressé à l'histoire très, très contemporaine. Et là, évidemment, à la différence de ce qu'a dit Gwenaël sur le Moyen-Âge et a fortiori sur la préhistoire, ce n'est pas le problème du manque de sources, c'est le problème de la surabondance de sources qui se pose. Mais
la manière de répondre est la même que ce qui a été dit par mes camarades. Ça dépend des questions qu'on pose. Je vais donner 2 exemples pour l'époque très récente. Premier exemple, bon, c'est un travail qui a déjà été fait, mais qu'on a prolongé, un peu détaillé par des sociologues nantais, sur la composition sociale des listes municipales et du conseil municipal de Nantes au cours de ces 40 dernières années. À l'évidence, même si bon, on peut discuter du détail, mais à l'évidence, il y a eu en 1977 une présence notable, notoire, d'éléments qu'on peut dire populaires au sens sociologique du mot au sein de la municipalité Chénard, qui est élue cette année-là. Depuis, de manière régulière, il y a un écart croissant entre la composition sociologique du conseil municipal et la population nantaise. Alors ça s'explique par un tas de raisons, je ne dis pas trahison, c'est des vilains, tout ça. Bon, il y a des tas de raisons objectives. Mais de fait, il y a un risque, sinon de divorce, du moins d'écart croissant entre les préoccupations populaires et les préoccupations spontanées des élus. Je vais donner un deuxième exemple plus anecdotique, mais qui n'est pas sans lien avec le précédent et que vous avez peut-être en mémoire. C'est récent, puisque cette histoire populaire nous mène jusqu'aux dernières élections législatives, vous voyez, de la préhistoire à aujourd'hui. Eh bien, en janvier 2013, pas si vieux, le maire de Nantes de l'époque, Patrick Imbert, adresse ses vœux aux Nantais en anglais. Il leur dit « Happy Green Year », heureuse année verte. Pourquoi? Parce que l'année précédente, Nantes a obtenu le label Capitale verte européenne. Et donc, en Europe, on parle facilement l'anglais, et donc il est apparu tout à fait naturel au directeur de la communication de la ville d'adresser, après on parlait français, hein, il y avait que ce slogan, mais enfin quand même qui s'affichait sur les murs de la ville et qui était envoyé dans les boîtes à lettres des Nantais. À l'époque, il y a eu un peu d'émotion autour de ça, mais l'émotion provenait surtout de gens attachés à la défense de la langue française, qui est une cause estimable. Ce qu'on a moins remarqué, c'est comment l'enfer pouvait être pavé des meilleures intentions métropolitaines du monde. On voit bien ce que ça voulait dire. C'était une manière de dire, voyez, notre ville est moderne, notre ville est branchée, notre ville est insérée dans le concert international. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre ça. N'empêche que je trouve qu'il y a dans cette manière de s'adresser à ses concitoyens une terrible violence symbolique. Il y a des tas de gens qui ne parlent pas l'anglais parce qu'ils n'ont pas fait les études pour ça, ils ne voyagent pas et ils ne font pas un métier où on parle anglais. Donc vous voyez, la source, on la trouve quand on pose la question. C'est une anecdote, mais elle fait source dans la démarche qui est la nôtre. Et je n'ai rien contre Patrick. Alors, pour poursuivre, une question qui me vient. Dont la mère est irlandaise. Ce qui expliquait le maniement de l'anglais. La question qui me vient, c'est plusieurs historiens français ont publié une histoire populaire. Donc il y a eu récemment, on a eu un échange avec ces historiens. Il y a Michel Zancarini-Fournel qui a publié Des luttes et des rêves. Gérard Noiriel qui prépare pour dans un peu moins d'un an une histoire populaire de la France. Et on peut parfois se poser la question, est-ce qu'à travers cette histoire populaire, on ne va pas idéaliser le peuple? Est-ce que
présenter le peuple sous son meilleur jour. Non, je crois pas. Enfin, j'espère que non, parce qu'on tomberait dans ce cas-là dans ce qui est à travers, c'est le populisme. Donc, le populisme est bien marqué, je crois, aujourd'hui, bien à droite, et très à droite. Faire une histoire du peuple, c'est pas forcément être de ce côté-là. Hein. Donc, je crois qu'il faut que les choses se disent aussi. Hein. Donc, je crois pas qu'on va idéaliser le peuple. D'ailleurs, on montre bien que le peuple vit en interaction avec l'élite, puisque le seul mot qui fait face au mot peuple, c'est le mot élite, avec tout ce qu'il a. C'est bien parce qu'il y a interaction entre les deux que l'histoire avance. On est toujours dans une histoire de vis-à-vis, hein, constamment. On se définit par rapport à l'élite, ou contre l'élite, ou avec l'élite à certains moments de l'histoire. Donc je ne pense pas qu'on sombre dans le populisme de ce point de vue-là, puisqu'on reconnaît aussi qu'à certains moments, le peuple, il n'est pas du tout porteur de valeurs particulières, il peut connaître des failles. Je prendrai un exemple très, très précis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ouvrier des Batignolles fait le mauvais choix, c'est-à-dire passe carrément dans la police allemande, la sécurité allemande, le SIPO, et donc se met aux ordres des Allemands pour dénoncer ses chers camarades, avec qui il était d'ailleurs très bien politiquement et syndicalement jusqu'en 1943, et donc il fait effectivement le mauvais choix, et il aboutit à dénoncer ses collègues des Batignolles. Donc ça c'est le peuple aussi, c'est indiscutablement des gens du peuple. Donc le peuple n'est pas idéalisé, hein, il est porteur de valeurs comme est porteur de valeurs l'élite aussi sans doute à certains moments, mais on ne peut pas, je crois, tomber dans un culte du peuple qui serait évidemment contraire à notre ambition initiale, me semble-t-il. Et je vais répondre aussi par un exemple, parce que je suis bien sûr d'accord, on a beaucoup discuté pendant 3 ans, hein, avec ce que vient de dire Didier. Ça c'est important, tu dis, c'est un travail long de 3 années. Oui, et travail collectif, on ne l'a peut-être pas dit assez, c'est-à-dire qu'aucun chapitre n'est signé. Il y a un de nous 4 qui a rédigé la première version, puis après, discuté, corrigé, complété, amputé, etc. Bon. Et peut-être pour dire aussi toute la difficulté à écrire une histoire du peuple, vous avez connu des défections aussi. Oui, c'est vrai. Notamment, un collègue a renoncé en cours de route, en gros, j'y arrive pas. Voilà. C'est une histoire difficile. Et donc, je disais que je voulais prendre un exemple. On est interrogé, comme vous sans doute, par ce qui se passe aujourd'hui au moment des élections, le pourcentage d'abstention. Question, et comment c'était avant? Comment c'est aujourd'hui? On en parle, bien sûr. Et comment c'était avant? Alors, pendant la Révolution, le minimum d'abstention, c'est un peu plus de 90%. Bien entendu, hein? Abstention, plus de 90%. Ah, on n'idéalise pas le peuple, là. Le peuple, les élections, ils s'en foutent. Ah bon? On est historien. La question devient, pourquoi? On a 2 explications. Première explication, ce qui se passait avant la Révolution. On a des collègues tout à fait excellents, hein, c'est pas une attaque, ce serait malhonnête puis minable. Bon, tout à fait excellents, qui ont écrit, un dans un bouquin repris par un autre, ah ben les élections municipales à Nantes, vraiment ça réduit la fracture sociale, c'est plus démocratique qu'à Bordeaux. C'est vrai, c'est plus démocratique qu'à Bordeaux. Alors on a regardé combien de Nantais votaient aux élections municipales. Le record de ce qu'on appelle l'ancien régime, avant la Révolution, de participation aux élections municipales, c'est 6%. Jamais aucun homme du peuple n'a voté pour élire le maire de Nantes avant la Révolution. Mais comment voulez-vous qu'après, tout d'un coup, nous, ça nous paraît évident, hein, si on ne pratique pas toujours, de voter. Mais c'est une invention, le vote pour le peuple. Ah ben, il faut le temps que ça pénètre. Et puis, deuxième explication, les soucis, c'est d'élire les députés ou de vivre. Je vais citer, tiens, Mathurin Buchet. Il est tailleur de pierre, voilà bien un homme du peuple. Et il a quelques soucis, parce que voilà ce qu'il a déclaré. Ah, du temps qu'il y avait un roi, il y avait du pain. Depuis la République, il n'y en a plus, on meurt de faim. Alors il a tort, ça n'a rien à voir avec la République, mais il exprime un sentiment très répandu, on a plein d'exemples comme ça. Le souci premier du peuple pendant la Révolution française, à Nantes, c'est le pain, c'est manger à sa faim, l'insurrection vendéenne, coupe des campagnes, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Ben voilà, on part d'une question d'aujourd'hui, oui, le phénomène de l'abstention populaire, et on arrive donc à le constater, à l'expliquer dans la profondeur des siècles, et à comprendre pourquoi.
ses politesses. Je ne crois pas du tout qu'on ait cherché à montrer un peuple exceptionnel, un peuple qui serait dénué de tout défaut. Mais je trouve que la question, elle est intéressante, puisque je me demande si, quand Stéphane Bern parle de Louis XIV, de Louis XVI, de tous ces gens qui ont côtoyé les plus beaux châteaux qu'il y a en France, et ce patrimoine qu'il se met maintenant en tête de protéger, en disant que les historiens n'ont jusque-là jamais rien fait pour le protéger, on ne se pose pas de la question de savoir s'il n'est pas en train de faire une histoire qui met en valeur des gens qui, peut-être, ne sont absolument pas ce qu'il essaye d'en faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où on essaye de faire une histoire du peuple, on se pose la question s'il n'y a pas un angélisme, s'il n'y a pas derrière d'autres critères et d'autres volontés. En ce qui nous concerne, et après avoir beaucoup discuté pendant ces 3 années, je crois absolument pas. Je crois qu'on l'a fait vraiment avec une volonté de parler, d'aborder l'histoire d'une façon qui nous a... dont on pense qu'elle n'a pas été faite. Alors il y a des gens qui ont fait des choses très intéressantes, on en parlait tout à l'heure, d'Émilienne Leroux et d'autres comme cela, mais ce type d'ouvrage méritait d'exister. C'est pas du tout l'idée de faire quelque chose pour dire que le peuple est exceptionnel et autres, mais c'est un objet qui mérite autant d'attention, qui mérite autant que l'on s'en occupe, qu'on essaye de comprendre son fonctionnement, comme le disait Alain, que le lever du roi. Personnellement, pour être... donc je suis enseignant dans un lycée, et c'est quelque chose d'important de voir comment dans l'histoire, il y a aujourd'hui l'histoire sociale. Si vous prenez des manuels, il faut la trouver. Si vous essayez de trouver le peuple, vous allez avoir du mal à le trouver. Si vous regardez la télévision, vous allez avoir du mal à le trouver aussi. Et je pense que dans cette optique-là, le choix que l'on fait, il est sans doute, là je vais parler que pour moi, il n'est pas neutre, mais absolument pas dans la volonté d'en faire un groupe exceptionnel, une apologie quelconque, mais juste c'est un sujet d'étude qui mérite, à mes yeux, autant d'attention que n'importe quel autre sujet d'étude, et qui jusqu'à maintenant n'était peut-être pas mis en valeur étudié comme nous pensons, ou je pense qu'il fallait le faire. Thierry ? Petit remords. Non, bien sûr, il n'y a pas de volonté de magnifier, d'idéaliser le peuple. Il y a quand même probablement une espèce de tendresse pour l'objet. Et à 2 reprises dans ce livre, on cite l'historienne Arlette Farge, qui a lu le livre et qui, je crois d'ailleurs, doit en faire le compte-rendu dans le prochain numéro de Place Publique, et qui dit qui parle de la volonté de certains historiens de faire entendre quelque chose du silence du plus grand nombre. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors ce plus grand nombre, comme on l'écrit dans les dernières lignes du livre, ce ne sont pas tous des saints de vitrail, ce ne sont pas tous des héros de barricades, quelques traces dans les registres paroissiaux, quelques profils perdus, retrouvés dans une liasse d'archives, des noms qui surnagent dans l'écume des siècles, et tant d'autres à jamais tus, arrachés à l'oubli, les vies minuscules de ceux, comme dit un poème de Bertolt Brecht, dont on n'a pas vu le visage, pas aperçu l'être secret, pas entendu distinctement le nom. Alors, justement, au fil des pages, et pour celles et ceux qui ont déjà eu le bonheur, j'espère, de lire l'histoire populaire de Nantes, il y a des figures qui émergent, des histoires, des contours de vie, des profils qui incarnent l'histoire populaire. Et j'ai envie de demander à chacun, parce que je vois leur tourner, que vous disiez un peu quelle figure vous retenez, faire un choix parmi celles que vous avez traitées ou celles que les 3 autres auteurs ont traitées. Allez, Didier. J'en ai
plusieurs, donc je vais avoir du mal à choisir. Hein. Mais je vais parler de la guerre que je préfère, celle de 14-18, comme chantait Brassens. Hein. Donc je vais vous parler de Jean-Julien Le Madec. Jean-Julien Le Madec, il part à la guerre en août 14, comme tout le monde, je dirais, parce que vous savez que 8 millions de Français devraient appeler sous les drapeaux pour aller combattre contre les Boches. Jean-Julien Le Madec, il fait la guerre, il est dans le 65e régiment d'infanterie, c'est le grand régiment nantais, hein, et qui est commandé par un célèbre officier, le colonel Desgrès-du-Loup. Donc le régiment fait sa campagne, la guerre est terrible dès les premiers mois de celle-ci, hein, il y a énormément de morts. Et donc dès le mois de septembre, il commence à y avoir des questions qui se posent sur la pertinence ou pas de continuer ce massacre. C'est fugitif, mais l'armée va essayer de calmer dans l'œuf très vite ce qui se passe. Et Jean-Julien Le Madec a le malheur, en septembre 14, de fêter peut-être un anniversaire ou de fêter la fin possible de la guerre beaucoup plus tard, par avance, et prend une cuite dans la nuit du... Je ne peux plus la date en tête exactement, mais vous me faites confiance, vous aurez les dates précises dans le bouquin, au mois de septembre, donc il ne revient pas directement dans la ligne où il était retenu, dans le régiment, donc dans la division où il devait être. Le lendemain matin, il est récupéré par les gendarmes militaires qui surveillent donc les troupes et il est accusé de défection devant l'ennemi. Il est jugé devant le conseil de guerre. Il est fusillé par ses copains le 12 octobre 1914. Merci Alain. Donc 12 octobre 1914, Jean-Julien Le Madec, qui n'est évidemment pas sur le monument aux morts de Nantes, n'est pas mort pour la France, il est mort pour l'exemple, comme on dit à l'époque. Alors je vais simplement en prendre un deuxième, c'est le colonel Desgrès-du-Loup, d'une famille très connue dans l'ouest de la France, pour des tas de raisons. Et lui, Desgrès-du-Loup, il va mourir en héros, à la tête de son régiment, enfin à la tête de ceux qui acceptent de sortir de la tranchée. Et ce modèle est donné en pâture au lecteur, si je peux dire, de l'illustration, un grand quotidien, un grand hebdomadaire parisien, où on voit une photographie du colonel Desgrès-du-Loup sortant de la tranchée avec le drapeau et escorté de ses 2 lieutenants. Sauf que la photographie a été faite avant l'attaque, puisqu'il fallait la mettre en scène, évidemment, cette mort qui va avoir lieu de toute façon. Il va mourir effectivement en Champagne, en octobre 14, mais il n'empêche qu'on a 2 modèles qui s'opposent complètement. Le modèle de Le Madec, qui n'a pas eu le temps de dire ouf et qui se fait fusiller pour l'exemple, et le colonel Desgrès-du-Loup, qui va être convié à la postérité. C'est ça la guerre. Alain. Alors, je vais en prendre brièvement, mais là, j'en prends 3. Brièvement. Le premier, c'est un maire de Nantes, Saradin, 1899. Il y a un conflit social à Nantes dans l'entreprise Grandjean, l'entreprise de nettoyage, qui embauche des femmes les plus mal payées de Nantes, des balayeuses de rue. Et elles en ont marre, elles se sont mises en grève. Et le maire Saradin intervient dans le conflit social. Elles sont bien assez payées pour des Bretonnes. Comme quoi, l'histoire du peuple, elle est faite aussi par des gens qui ne sont pas dans le peuple. Ça va, c'est court. Hein. Deuxième exemple. Une femme, cette fois-ci, Marie Horace. Celle-là, je l'aime bien. J'aime bien d'autres aussi. Nous sommes en 1824. Sous la Restauration, qui est sans doute le régime le plus borné que la France ait connu. Donc après 1815, Marie Horace quitte le domicile conjugal. Crime. Sous la Restauration, c'est un crime. Et elle s'enfuit jusqu'au Havre. Elle est arrêtée. En plus, elle vit avec quelqu'un d'autre que son mari. Et le commissaire de police, on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense, ému par son histoire, il note tout ce qu'elle lui raconte. Et on a le document. Et Marie Horace explique, ben oui, mon mari me battait, il me maltraitait, il me trompait sans arrêt. Ma dignité m'empêche de retourner vivre avec lui. C'est la première femme, en tout cas dans l'histoire de Nantes, qui explique pourquoi. Enfin, ce que c'est, voilà, aujourd'hui, hein, l'actualité fait qu'on parle beaucoup de ce genre de choses. Voilà, ce que c'est que la condition d'une femme maltraitée. Nous sommes en 1824, Marie Horace. Et dernière histoire encore plus brève, nous sommes en février 1794, dans ce qu'on appelle l'an 2 de la Révolution.
l'esclavage vient enfin d'être aboli. Il sera rétabli par Napoléon au passage, mais il vient d'être aboli. Et à Nantes, donc, il y a une réunion dans la société populaire qui se tient dans le restaurant Les Petits Saints, à Nantes, là près de la mairie. En fait, c'est l'ancienne église Saint-Vincent qui était à l'époque le club Vincent La Montagne. Et il y a un discours enthousiaste. La presse reproduit le discours, c'est comme ça qu'on l'a. Bravo, on a aboli l'esclavage, enfin, etc. Bon, c'est bien. Le monsieur qui fait le discours, c'est un officier de l'armée, un capitaine, il s'appelle Étienne Alaimba. La petite chose quand même qui rend l'histoire, je trouve, formidable, il est noir. C'est un noir qui a été libéré et qui s'est engagé dans les armées de la République et que ses camarades écoutent dans la société populaire Vincent La Montagne. Je trouve que c'est aussi une très belle histoire. Moi, je suis beaucoup plus modeste qu'Alain Croix, donc je ne vais prendre qu'un seul exemple, celui de Marguerite Fradet. Marguerite Fradet, je ne la connais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont-ils connue, parce que j'ai trouvé ce personnage dans la passionnante histoire des quartiers nord de Nantes, dont on parlera, je crois tout à l'heure. Et donc, Marguerite Fradet, c'est quelqu'un qui arrive à la Boissière à la toute fin des années 50. Et je cite, parce que moi je ne l'ai jamais rencontré, donc la source en l'occurrence était ce livre. Elle dit voilà, en 1960, on a eu la toute première télévision dans l'immeuble. Ce qui pourra résonner pour les plus âgés d'entre nous. Alors, le jeudi, après la sortie habituelle, on revenait à la maison pour le 4 heures et la télévision. Je ne pouvais pas prendre tout le monde. Je demandais 10 centimes qu'ils mettaient dans une boîte. Avec cet argent, on confectionnait des colis pour les gars en Algérie et en Allemagne. Alors, des années plus tard, le quartier s'est doté d'un centre social. Malheureusement, le centre social était fermé le samedi. Alors Marguerite Fradet, elle reprend du service à ce moment-là, parce qu'elle dit « Ah, les garçons n'avaient pas d'activité. Et s'ils avaient un local, ils ne feraient pas de bêtises. » Et donc, on remet, sans discuter, à Marguerite les clés du local. Oh, elle n'a pas de haute prétention culturelle, Marguerite. Elle organise des concours de belote, des soirées galettes, des bals à papa. Elle dit, bon, bien sûr, il y a eu de temps en temps des disputes, peut-être même quelques bagarres, mais en général, ça se passait bien, mais petits jeunes, comme elle dit, mes petits jeunes seraient peut-être devenus des voyous sans ces occupations du week-end. Et elle résume, la Boissière, c'était un grand village. Eh ben, Marguerite Fradet, c'est une personne toute simple, une personne du peuple qui a fait en sorte, sans se hausser du col, que son quartier soit un lieu de civilisation. Et je pense que je remercie les historiens des quartiers nord d'avoir sorti cette figure de l'oubli. Et voilà, elle a toute vocation à entrer dans cette longue procession des anonymes dont nous parlons dans notre livre. Moi, celui que je vais garder, c'est pas un homme du peuple, ou du moins c'est quelqu'un qui est qui n'est pas un homme du peuple. Il s'appelle Pierre Drouet. C'est à l'époque médiévale, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est investissement et paiement des ouvriers sur les chantiers de la ville. La ville est en train de faire construire des fortifications, et le problème c'est que les fortifications sont très près de l'Erdre. Donc à chaque fois que l'on creuse, l'eau rentre. Et on est obligé de faire travailler les ouvriers dans ces conditions-là. Et les ouvriers, il y a un moment où ils décident que non, ces conditions-là, elles sont trop dangereuses et qu'ils ne descendent plus. Et ce Pierre Drouet, qui est donc ce qu'on appelle à l'époque le miseur, celui qui est responsable de tout ce qui est construction, va sur le chantier, parlemente avec les ouvriers et leur dit « Mais vous avez tort d'avoir peur, regardez, moi je descends. » Et donc ce Pierre Drouet descend, montre aux ouvriers qu'ils peuvent y travailler, que lui-même le fait, et que si lui le fait, tous peuvent le faire.
effectivement, il arrive à convaincre les ouvriers de retourner travailler. Et ce que moi je trouve intéressant, et ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur la façon de lire le document, c'est que si on sait ça, c'est parce qu'en fait il va à la ville et puis il dit ben voilà, je vous ai fait économiser beaucoup d'argent. Donc en les remettant au travail, je vous ai fait économiser beaucoup d'argent, donc j'aimerais avoir une prime. Parce que j'ai pris un risque en le faisant. Et non seulement j'ai pris un risque, et là aussi c'est très intéressant, j'ai pris un risque en le faisant, mais le problème c'est que les autres habitants de la ville m'ont un petit peu persécuté en me disant que j'avais fait prendre des risques aux gens énormes et que les autres, donc les habitants, les gens qui sont finalement peut-être qui ont des parents parmi les ouvriers ou autres, bah, lui ont reproché cela. Et il demande à la ville d'avoir une rallonge à son salaire normal. Et je trouve que voilà, l'histoire m'a beaucoup plu parce qu'elle montre bien cette personne qui ne fait pas partie, alors c'est bien sûr pas quelqu'un du peuple, tout à fait, mais qui ne fait pas totalement partie de l'élite, mais qui voit un petit peu comment il peut faire valoir son rôle d'intermédiaire. Et voilà, c'est un personnage du livre qui me plaît bien. Alors, je vois l'heure tourner, et il va falloir s'arrêter, mais il y a quand même une dernière question. Alors, peut-être l'un de vous quatre va répondre, peut-être un des trois historiens, mais c'est quelle filiation entretenez-vous avec Howard Zinn, qui est un historien américain et qui a écrit une histoire du peuple des États-Unis, qui est traduite par une histoire populaire des États-Unis chez l'éditeur Agone en France, qui est paru en France il y a une dizaine d'années, à peu près 10-15 ans. Qui en parle ? Oui, donc c'est un historien américain très peu connu en France, même des professionnels, qui s'appelle Zinn, Z-I-2-N. Bon, c'est le premier qui a vraiment, à ma connaissance en tout cas, adopté pleinement la démarche qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'il a essayé d'écrire une histoire des États-Unis comme si elle était vue par le peuple américain. Moi, c'est un des plus beaux livres d'histoire que j'ai lu. Ça transforme complètement, je vous assure, l'histoire des États-Unis. Et en fait, ça a été un peu le déclic. Avant, déjà, ça fait 30 ans que ces choses-là, une histoire du peuple, on n'est pas les premiers à y penser. Elle paraît au début des années 80. Hein, oui, 82, si ma mémoire est exacte, en anglais aux États-Unis. Et la traduction en France va être un déclic, en tout cas pour nous. Petit à petit, voilà, on y pense, on mûrit, on réfléchit. Et c'est l'idée, alors, sauf qu'on a, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, mais c'est factuel, on a essayé d'améliorer. Pourquoi on n'est pas meilleur que Zinn, bien sûr? Mais c'est l'intérêt du collectif. Zinn commence en 1492. Ah oui, alors là, non. Écrire l'histoire des Amérindiens, ils ne se sont pas capables, il a raison. C'est d'autres compétences. Ah ben, à 4, on a plus de compétences qu'à un tout seul, et c'est comme ça qu'on a pu, bien ou mal, ça c'est à vous d'en juger, mais essayer d'écrire l'histoire du peuple de Nantes, de la préhistoire, du premier Nantais symboliquement, de la première Nantaise, jusqu'à nos jours. Merci. Alors, on va... Où est passé Thierry Bourreau, qui est le maître des horloges? On fait un quart d'heure de pause, c'est ça? Oui. Donc, pendant ce quart d'heure, vous pourrez dialoguer avec les auteurs, vous pourrez faire signer leur livre qui est en vente sur la table. Vous achetez. Ah oui, pardon. Non, achetez leur livre et le faire signer. Et puis, vous glissez après un petit peu sur la table d'à côté, où vous avez l'excellente revue Place Publique, qui est en vente, avec des numéros plus anciens, à prix réduit, qui abordent des sujets historiques, et les deux derniers numéros, un qui était consacré d'ailleurs au centenaire du débarquement du corps expéditionnaire américain à Saint-Nazaire en 1917, et le dernier numéro qui est consacré au musée d'histoire de l'art.